Momar Thiam, bonjour. Bonjour Bayouma. Momar Thiam, vous êtes expert en communication politique. Vous êtes également le directeur des hautes études en information et communication. Il s'agit de HEIC. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est encore un plaisir pour moi d'être sur ce plateau de Sud Radio. Et c'est l'occasion pour moi de saluer vos auditeurs partout où ils se trouvent au Sénégal. Salutations partagées. Alors, Momar Thiam, un contexte politique complexe, les coalitions électorales à l'épreuve des investitures, le tout en perspective des élections locales du 23 janvier 2022. La date a été officiellement annoncée par décret. Le chef de l'État l'a pris, ce décret, annonçant la convocation du corps électoral le 23 janvier 2022. Alors, c'est parti finalement. Ben écoutez, c'est vraiment le point de départ d'une élection qui s'annonce en tout cas très bruyante. Bruyante en ce sens qu'on est dans les prémices de la préparation des élections locales. Il y a les coalitions qui se forment, et quelquefois qui se déforment, d'autres qui se transforment. Et tout cela, en tout cas, mérite une analyse assez approfondie autour de deux points. Oui. Le premier point, c'est, de mon point de vue quand même, il faut se féliciter de cette effervescence autour des élections locales. Parce que l'endoro-politique a souvent été taxé de l'endoro-politique, mais plutôt politicien, au sens politicien du terme. C'est-à-dire que les hommes politiques étaient là pour faire de la politique, mais pour ne pas faire de la gestion de la chose publique. À quelle fin? Mais c'est parce que tout simplement le constat est établi que certains hommes politiques ont fait de la politique un métier, alors que la politique est une mission. Et là, on se rend compte qu'avec les élections locales, au-delà des chapelles politiques, au-delà des partis politiques, vous avez aujourd'hui des mouvements de la société civile, vous avez aussi des technocrates, mais vous avez aussi le Sénégalais lambda, qui est quand même imbu de la chose publique et qui s'intéresse davantage à ce qui se passe dans sa commune, dans son quartier, et qui a vu que les résultats laissent à désirer, que les politiques, au sens politicien du terme, ont quand même montré leurs limites. Et ce citoyen lambda, aujourd'hui, investit le champ politique, ne serait-ce qu'au niveau local. Donc, il faut s'en féliciter parce qu'il y a cette effervescence. Deuxième point d'analyse, vous avez des coalitions qui se sont formées parce qu'on va dans des batailles électorales. Effectivement, on essaie de démultiplier les forces. Vous avez une force en présence qui est la coalition Benno Bokk Yakaar qui a accompagné le candidat Macky Sall pour en faire le président de la République de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Mais à côté, il fallait que l'opposition quand même, dans sa communication politique, je dis bien, pose un acte fort, histoire de montrer qu'elle peut être unie. Mais quelque part, comme je dis, c'est une unité de façade parce qu'on est dans la communication. On donne l'impression à l'opinion qu'on est unis pour aller au combat et on se rend compte dès le lendemain, il y a les ambitions qui s'entrechoquent et cette unité-là risque d'éclater. Et c'est une unité qui n'épargne ni la coalition Benno Bokk Yakaar qui est au pouvoir, ni les autres coalitions de l'opposition qui vont graviter autour de ces élections. Et donc, vu de ce point de vue-là, effectivement, on va vers des élections bruyantes. Je dis vraiment bruyantes, il y aura beaucoup de bruit. Oui, c'est déjà parti puisque la convocation du corps électoral a été officiellement annoncée. Aujourd'hui, il n'y a plus de suspicion de ce point de vue. Ah non, mais ça c'est un point de départ. C'est-à-dire que le président de la République, en signant ce décret, il donne le point de départ. Mais maintenant, il s'agit de convoquer le corps électoral, d'accord. Mais il s'agit aussi d'aller déposer les listes et d'aller déposer les candidatures. Ah, pour rappel, donc, le dépôt des listes est fixé du 30 octobre au 4 novembre 2021. C'est là. C'est-à-dire que là, mais c'est une date qui, si vous voulez, c'est un délai qui est assez court. Alors, si on voit les tiraillements qu'il y a autour des coalitions, que ce soit la coalition Benno Bokk Yakaar qui est au pouvoir, les autres coalitions qui sont dans l'opposition, mais on a le droit de penser que le dépôt des listes va être très disputé. On va vers des semaines difficiles. Non seulement on va vers des semaines difficiles, mais on va dans un schéma où quelque part l'électeur risque d'être un tout petit peu désorienté. Parce que c'est bien beau, de poser un acte en termes de communication politique pour dire on est à l'unisson pour aller
vers les élections. Et après qu'on ait posé cet acte, dès le lendemain, on a les ambitions qui s'entrechoquent et on montre une autre facette justement de cette unité qui n'est au fond qu'une unité de façade. Oui. Maintenant, si les électeurs sont complètement désorientés, reste maintenant aux différents candidats qui auront déposé leur candidature et accepté en tout cas par le Conseil constitutionnel, etc., de faire preuve de pédagogie explicative pour expliquer et légitimer leur candidature sur la base de programmes. Parce que les électeurs ont compris aujourd'hui qu'ils ne sont plus des réceptacles de la chose politique, mais de vrais acteurs de la chose politique, et qu'ils comprennent les enjeux de ces élections-là, qui, à mon avis, va être un test petite nature de ce qui se passera en tout cas pour les élections législatives et prochainement pour l'élection présidentielle. Alors, oui, vous avez parlé, Momar Thiam, de choc des ambitions des uns et des autres à l'intérieur des coalitions. Alors, essayons de voir les signaux qui se dégagent à l'heure actuelle. Du côté de Yewwi Askan Wi, on a vu tout ce que ça a donné comme ambiance, mais également du côté de Wallu Sénégal, c'est le même cas, la même situation. Gëm Sa Bopp semble épargner un tout petit peu, mais Benno aussi est exposé. Alors, aucune des coalitions, finalement, n'est épargnée à ce choc, à ces difficultés à l'intérieur. Mais cela s'explique d'une manière très simple. Parce que dans les coalitions, vous avez, en tout cas, moi, ce que j'appelle les partis locomotives, c'est-à-dire c'est les grands partis qui sont assez représentatifs, en tout cas, dans la scène politique. Je veux parler du PDS, je veux parler de l'APR, je veux parler aujourd'hui dans l'opposition des Patriotes, je veux parler aussi du Parti Socialiste, qui sont dans les coalitions. Et dans ces coalitions, ces partis locomotives ont derrière des partis wagons, qui sont souvent de petits partis qui cherchent plus de visibilité et de représentativité autour de ces élections. Mais ça ne veut pas dire aussi que leurs ambitions se limitent à cela. Et que donc forcément les partis locomotives vont vouloir tirer en tout cas la couverture sur eux, c'est-à-dire avoir le maximum de candidatures. C'est ce qui s'est vu d'ailleurs dans l'émission où il y a le PDS, il y a le PDS et Bokk Gis Gis, où le PDS veut s'arroger 42% en tout cas, soit 42% en tout cas de certaines localités, alors que Bokk Gis Gis voulait 8, alors qu'il y en a que 46. S'il prend 42, il en reste que 6. Et ce qui a expliqué que Bokk Gis Gis s'est retiré des négociations. On le voit aussi dans Yewwi Askan Wi, où les Patriotes, à un moment donné, dans les négociations pour ce qui serait la représentativité de Dakar, ont voulu tirer aussi la couverture vers eux. Et vous avez aussi les membres de Khalifa Sall et des autres partis qui ont dit non. Et que donc ces chocs des ambitions sont tout à fait naturels en politique et dans des schémas électoraux. Et on a la même chose aussi dans la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, où on voit par exemple qu'au niveau de Saint-Louis, vous avez, à partir du moment où le président a émis l'idée de reconduire les maires qui sont déjà installés dans leur localité. La quasi-majorité. La quasi-majorité. Et on voit qu'à Saint-Louis, Mary Teuw Niane vous volez la vedette en tout cas à Mansour Faye, et ça pose un problème. Et on aura le même problème à Thiès. On risque d'avoir le même problème à Dakar. Un peu partout. Puisque Dakar, c'est la reine des batailles. Et c'est là où, justement, que tout risque justement de basculer. Mais justement, l'enjeu principal de ces élections, finalement, c'est quoi? Non, mais l'enjeu d'abord, il faut aussi qu'on soit assez pédagogue pour ces élections-là. Et malheureusement, les hommes politiques n'ont pas cet élan en termes de communication pour expliquer avec pédagogie quels sont les enjeux de ces élections. Pour ces locales, parce que l'enjeu est d'abord local. C'est-à-dire, avoir une mairie, c'est être le premier magistrat de sa commune. Et la gestion d'une mairie, en tout cas, mérite que celui qui est élu comme maire soit assez représentatif localement et soit entouré de conseillers municipaux qui décide et lui il exécute. Parce que le maire, son travail c'est quoi? C'est exécuter les décisions du conseil municipal. D'accord? Le maire, c'est le premier magistrat de sa ville, en matière de santé, en matière d'éducation et quelquefois même en matière de sécurité, mais aussi en matière d'état civil, parce que c'est un agent d'état civil. Cette compétence transférée aux collectivités territoriales. C'est des compétences qui sont transférées. Mais malheureusement, certains voient en tout cas autour du rôle du maire, mais plutôt un homme politique qui est peut-être là pour ses propres intérêts. On a souvent parlé des maires qui vendent des terrains, etc. Des maires qui sont là pour plus faire de la représentation protocolaire. Alors que le rôle du maire
est même plus important dans les démocraties avancées. Vous avez vu en France, Gérard Philippe, qui était Premier ministre de Macron, a préféré rester à sa mairie du Havre que diriger encore la primature. Alors que ici, est-ce que vous imaginez un seul instant un ministre vous dire « je préfère être maire qu'être ministre ». Oui, mais vous avez parlé du cas de Gérard Philippe, mais il y a également le contexte, c'est que ces élections locales auront lieu en perspective de 2 grandes élections législatives et présidentielles. C'est pour ça que je dis, il y a en perspective des élections à venir, on aura un mini-test de ce que sera en tout cas le contexte politique après les élections locales. Parce que, imaginons que Benno Bokk Yakaar emporte la mise en tout cas sur les 557 communes. Mais ça veut dire Benno Bokk Yakaar aura une emprise locale assez forte pour pouvoir déjà travailler pour les élections législatives à venir, pour avoir une représentativité forte au niveau de l'Assemblée nationale et envisager, si toutefois c'est le cas, si toutefois Macky Sall décide de faire un 3e mandat, pouvoir l'accompagner quand même avec une force politique qui est déjà là, localement représentée. Et c'est le même schéma pour l'opposition. L'opposition aujourd'hui, l'enjeu pour cette élection, c'est d'être présent dans la gestion des communes. Parce qu'ils savent qu'au niveau local, une fois qu'on a la gestion locale, on est plus visible, on est mieux écouté, on est mieux entendu. Et on peut faire de cette élection locale, en tout cas des communes et des départements, des laboratoires de ce qu'ils voudraient faire au plan national, c'est-à-dire dans la perspective de la présidentielle. Alors, et que donc, les enjeux sont autant pour Benno Bokk Yakaar qui est au pouvoir, mais les enjeux sont encore plus démultipliés. C'est un test grandeur nature, en tout cas, pour les coalitions de l'opposition. Il s'agit d'élections cruciales en perspective. Très importantes. Momar Thiam, il y a aussi les zones qui sont des zones à surveiller de très près. Avant justement de revenir sur ces zones, il faut peut-être jeter un coup d'œil sur l'ambiance dans les coalitions. On a vu ce qui s'est passé à Ziguinchor. Quelle réflexion cela vous inspire? Mais Ziguinchor est un cas particulier en ce sens que Ziguinchor est dirigé par un maire qui est Abdoulaye Baldé, qui est un membre aujourd'hui avéré de Benno Bokk Yakaar et qui a l'impression, en tout cas de par ses arguments qu'il a sortis auprès d'une radio de la place, qu'il n'est pas très bien traité, en tout cas, soit dans cette coalition, ou son parti, le UCS, n'est pas bien traité dans le partenariat qu'il a noué, en tout cas, avec Benno Bokk Yakaar. Et qu'à partir du moment où c'est le président de la République qui dit, et qui est patron de Benno Bokk Yakaar, qui dit qu'il va décider quels vont être les candidats, mais si vous voulez, il a pris les devants pour dire, en tout cas, si ce n'est pas lui, il peut y avoir une candidature parallèle où il peut y avoir des risques de représailles. Le ton est donné, oui. Le ton est donné, mais c'est aussi une façon de prendre date pour celui qui sera candidat, en tout cas, au niveau de Ziguinchor, pour ne pas être doublé sur ses ailes par les autres candidatures. Et d'ailleurs, c'est ça qui montre en tout cas toute la subtilité de Macky Sall, patron de Benno Bokk Yakaar, quand il dit il vaut mieux maintenir les maires qui sont en poste. C'est une manière d'abord de les calmer. Mais on ne sait jamais demain ce qui se passera. Mais avant justement de relever les spécificités, vous avez évoqué le cas d'Abdoulaye Baldé de Ziguinchor, mais il y a également d'autres cas qui sont à analyser. Oui, on a vu que Saint-Louis, Mary Teuw Niane s'est distingué également. Tout à fait, et Braya. Oui, et Braya. Et de la même manière aussi, il y a d'autres cas qui sont quand même à analyser de très près, en perspective des élections locales, mais qui doivent passer par les investitures. Mais oui, mais si vous regardez le cas de Dakar, quand Barthélémy Dias a déclaré sa candidature, mais on a eu quand même tout un tollé autour de ce qui entoure la mairesse Wardini, histoire de faire comprendre qu'elle peut être candidate. Mais candidate au nom de quelle coalition? Ça pose problème. Mais c'est à Khalifa Sall de départager. Khalifa Sall ne s'est pas encore prononcé sur la question, parce que je pense que déjà au niveau interne, déjà au niveau interne dans cette coalition Yewwi Askan Wi, ils ont déjà un casse-tête qui est quel sera le candidat pour la ville de Dakar. C'est clair. Et en plus des candidats, que ce soit au niveau de Grand Yoff, mais aussi de d'autres 557 communes. Et que donc, au même titre que Yewwi Askan Wi a cette problématique-là à résoudre, vous avez aussi Benno Bokk Yakaar qui a ce problème, parce qu'on ne sait pas encore quel sera le candidat de Benno Bokk Yakaar au niveau de Dakar. Il y a des supputations autour de Diouf Sarr,
Amadou Ba, etc. Et personne ne sait aujourd'hui, n'est pas dans la tête en tout cas du patron de Benno Bokk Yakaar qui est Macky Sall, pour dire quel sera ce candidat-là. Alors, et plus oui, on va avancer, oui, plus ce sera problématique, parce que les uns et les autres posent des actes dans ce sens-là. On a vu récemment Diouf Sarr accompagné de Omar Sow dans le déguerpissement, par exemple, ici, de Ouest Foire, oui, de l'occupation de l'espace public. C'est des actes en termes de communication qu'ils posent, au-delà de ces attributions qui sont dans le ministère de la Santé. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et que donc, on a vu aussi Amadou Ba accompagner le président de la République à Dubaï. Et certains ont dit, même dans la presse, vos confrères, que cet accompagnement-là n'est pas quelque chose de bénigne. Alors, c'est des signes. Et on sait qu'en politique, souvent les signes, quelquefois, prédisent autre chose. Oui, parce que souvent, tout de même, ils clignotent à droite, mais c'est pour tourner à gauche. Oui, et nécessite quand même décryptage. Bien mais sûr. alors justement, tirons un bilan de la gestion de ces maires sortants pour retenir quoi finalement? Mais le problème... De façon générale, mais le problème, tant sur la forme que sur le fond. Mais le problème, à mon avis, Bayouma, c'est que le travail du maire au Sénégal n'est pas évalué. Il n'y a pas des processus d'évaluation du travail de maire. Un baromètre d'évaluation. Un baromètre d'évaluation et des critères d'évaluation et de suivi. Pour la bonne et simple raison, c'est que d'abord, vous avez beaucoup de maires qui ne connaissent pas réellement quels sont leurs rôles. Vous avez des maires qui ne font que suivre les instructions venant de leur parti politique. Alors que le maire doit suivre les instructions et les décisions du conseil municipal. C'est le premier magistrat. C'est le premier magistrat de sa ville. Il est agent d'état civil. Il est agent de police judiciaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord un problème de formation en termes de contenu de ces maires-là. Et donc ces maires-là, n'ayant pas la formation requise pour être le premier magistrat de leur ville, ne vont jamais fournir des rapports d'activité ou expliquer aux populations qu'est-ce qui a été fait jusque-là. Mais on s'étonne toujours qu'à l'approche des élections locales, que certains maires commencent à embellir le territoire, commencent à, par exemple, à donner des fournitures, commencent, si vous voulez, à chercher des moyens pour les centres hospitaliers. Oui. Mais alors que on a vu un sondage qui est sorti pour établir un classement pour dire quels étaient les maires les mieux en vue au Sénégal. Oui. Mais sur la base de quels critères? Sur la base de quelle évaluation? Malheureusement, vous et moi, à part quelques maires peut-être connus qui, de par notre proximité géographique de là où on est, on sait ce qu'ils font, mais les autres, on ne sait pas. Mais ils feront face à des citoyens, à des électeurs de plus en plus exigeants. Non seulement exigeants, oui, parce que l'électeur, il est non seulement électeur, il est citoyen, mais il est usager du service public. Une mairie, c'est un démembrement de l'État. C'est un service public. Celui qui va à la mairie pour l'état civil, pour la santé, pour l'urbanisme, il est dans un service, c'est un usager du service public. Il a l'administration à sa disposition. Mais quand vous allez dans une mairie et que vous avez une administration qui brille par un clientélisme politique, quand vous n'avez pas d'étiquette politique et quelquefois vous avez des difficultés à accéder à certains actes, cela pose problème. Et que donc, c'est aux citoyens d'abord de comprendre quel est le rôle de sa mairie et d'où s'arrêtent ses obligations et ses engagements. Mais c'est aussi au maire d'avoir la pédagogie explicative pour expliquer tout le temps à ses concitoyens quel est son travail et les actes qu'il pose, d'où ça commence et d'où ça se termine et quelle est l'évaluation qu'on en a fait. Mais on ne fait pas les évaluations des politiques publiques dans les communes, dans les départements, etc. Alors, et malheureusement, oui, ça pose problème. Ça pose problème sur la majorité des maires. La plupart du chemin de ces maires-là risquent de ne pas être reconduits. Mais non seulement ils risquent de ne pas être reconduits, mais vous avez beaucoup de maires qui n'habitent même pas leur commune, qui sont dans leur commune peut-être que le dimanche ou tous les 15 jours. Parce que, et ça interpelle quoi? Ça interpelle le cumul des mandats. Oui. Vous avez des maires qui sont ministres, des maires qui sont DG, qui ont beaucoup de responsabilités. Vous avez des maires qui sont présidents du conseil d'administration. C'est des failles à corriger. Et souvent, leur mission ministérielle, leur mission en tant que directeur général prend le pas sur la gestion de leur commune. Quand ils y vont, c'est pour visiter 2 maisons ou aller inaugurer quelque chose, et puis ça s'arrête là. Et quand les élections approchent, et là, ils sont présents dans le truc. Alors qu'un maire doit d'abord résider, à mon avis, à mon sens, dans sa commune, jouer de sa proximité relationnelle avec les populations et être à même de sentir avec les populations les problèmes qui se posent dans sa commune. Momar Thiam, pour vous, le cumul des mandats électifs ne se justifie plus? Du tout. Parce qu'aujourd'hui, on est à un degré de la politique
au sens gestion de la chose publique, ou celui qui, hier, notamment les jeunes qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont pas fait de grandes études, qui n'ont pas, si vous voulez, une formation qui pouvait leur permettre de comprendre la chose politique, bénéficient des réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux et les forums donnent leur avis, donc ne sont plus des réceptacles de la chose politique. C'est des véritables acteurs de la chose politique. C'est pas bénin, tous ces jeunes-là qui veulent être maires aussi dans leur commune. Ils ont compris aujourd'hui comment ça marche. Et ils s'impliquent et c'est quand même une bonne chose. Et que donc, à partir de ce moment, vous avez une démultiplication du personnel politique ou du personnel politique en devenir. Mais à partir de ce moment, il faudra libérer des postes. Il faudra forcément se départir du cumul des mandats et permettre aux uns et aux autres d'accéder à des postes de responsabilité, ne serait-ce que dans leur commune ou dans leur département, et de s'initier à la gestion de la chose publique au niveau local et pouvoir demain faire l'expérimentation au niveau national. Au niveau national, alors parlons de ces enjeux au niveau local. Quelles sont selon vous les circonscriptions, les localités qui risquent d'être les localités les plus âprement disputées lors de ces élections et pourquoi? Mais toutes les élections ont montré que Dakar, en tout cas, la région de Dakar est âprement disputée. Toutes les études ont montré que le Baol, en passant de Thiès, en passant à Diourbel pour aller jusqu'à Touba, c'est âprement discuté. Les études ont montré que le Sud, et même, je veux dire, l'élection présidentielle de 2019 a montré que le Sud n'est pas encore l'apanage du Benno Bokk Yakaar, donc ça va être très très disputé, etc. Et même le Fouladou. Le Fouladou, et je veux aller même jusqu'au Fouta, parce qu'on a vu le mouvement Fouta Tampi, etc., ça va être forcément âprement discuté, parce que la conscience citoyenne, elle est encore démultipliée aujourd'hui par les réseaux sociaux qui offrent aux jeunes le moyen de s'imprégner de la chose politique et de pouvoir au moins avoir droit à la parole. Maintenant, ils ne veulent plus avoir uniquement droit à la parole. La démocratiser. Non seulement démocratiser, mais ils ne veulent pas se limiter uniquement à la droit à la parole, fût-il une parole quelquefois qui est écrite et quelquefois même méchamment écrite, parce qu'on dit tout et n'importe quoi. Mais ils veulent avoir aussi le droit d'avoir les manettes du pouvoir au niveau local pour pouvoir influer et peser de leur poids dans la gestion locale. Ce rapport est un rapport de pouvoir finalement. Exactement, c'est un rapport de pouvoir. Si c'est un rapport de pouvoir, qu'en sera-t-il de Dakar? Mais Dakar, ce sera la mère des batailles forcément. Parce que d'abord, on est à quoi? On est à 3 mois ou 4 mois des élections et on ne connaît pas encore le candidat de la majorité. Ça veut dire que aucun des candidats n'est connu jusqu'à présent. Non, mais surtout, parce qu'on attend toujours le candidat de la majorité. Parce que pour ce qui est de l'opposition, forcément ça va être disputé, mais il va être un challenger. Mais la majorité cherche toujours à gagner Dakar. Mais des têtes d'affiche. Mais des têtes d'affiche, il y en a. Hein? Mais des têtes d'affiche, il y en a. Mais on sait qu'à Dakar, Khalifa Sall, quand même, a un aura qui est encore intact à Dakar. Et Khalifa Sall a une présence avec son lot de désagréments qui l'ont entouré pendant la période où il était en prison. Et tout cela influe un tout petit peu, quelquefois, sur la décision de vote des électeurs, l'émotion. Au-delà du savoir-faire, au-delà du résultat, de l'expertise et des compétences. Mais, effectivement, le pouvoir n'a pas dit son dernier mot. Donc, forcément, le choix, en tout cas du pouvoir, pour celui qui sera le cheval de bataille pour Dakar va être déterminant. Et à partir de ce moment, évidemment, il sera en face de plusieurs coalitions avec des candidats. Et l'émiettement, justement, des voix pourrait lui être profitable. Mais il s'agit d'une élection et n'est jamais gagné d'avance. Jamais gagné d'avance, mais justement, le choix ne sera pas aisé alors du tout. Aussi bien pour Benno que pour l'opposition. Oui, Yoonu Askan Wi, mais également Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi aussi. Oui, tout à fait. Ce ne sera pas aisé. Par exemple, au niveau de Dakar, pour Yewwi Askan Wi, vous avez justement le rapport difficile qu'entretient Barthélémy Diaz et Soham Wardini. Comment Khalifa Sall va-t-il trancher justement cette équation? Mais le président de la République aussi aura sur sa table une équation difficile à résoudre, aussi bien pour Diouf Sarr comme pour Amadou Ba, mais vous avez également dans d'autres coins comme Saint-Louis, c'est ça difficile, Ziguinchor, vous l'avez dit tout à l'heure, la posture qu'incarne le chef de l'État. Moi, je pense que le chef de l'État est dans une posture d'observation et d'analyse. Parce qu'effectivement, à force d'observer, tu vois les forces en présence et tu sais à peu près quelle va être ta marge de manœuvre. Je veux dire, stratégiquement, c'est bien vu. Mais il y a le temps aussi qui joue contre cela.
Parce qu'à force d'observer, les autres, ils prennent de l'avance sur le terrain. Et que donc, vous n'avez pas le temps, après, malgré le fait que vous ayez désigné un candidat, qui forcément sera disputé par certains. Forcément sera disputé par certains. Et ça va contribuer à diminuer un peu l'aura que ce candidat peut avoir, en tout cas au sein de la majorité. Et que donc, ça va renforcer davantage le ou les candidats de l'opposition. Alors, imaginez que l'opposition ait plusieurs candidats. Alors, et que ces candidatures-là émiettent complètement, en tout cas, le vote, mais cela peut profiter au candidat du pouvoir. Mais imaginez aussi que le candidat du pouvoir ait des récriminations au sein même de Benno et qu'il y ait des candidatures parallèles. Ce sera le même schéma. Et que donc là, ils sont dos à dos. Alors, Momar Samb, expert en communication politique, vous êtes devant la piscine. Allons-y là-dedans. Alors, oui, par rapport justement à Dakar. À Dakar, quel est le meilleur profil? Aussi bien pour Benno Bokk Yakaar que pour Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, mais Gëm Sa Bopp également est de la partie. Bien sûr, parce que définir le meilleur profil pour la ville de Dakar, ce serait pour Benno d'abord. En tout cas, ce serait prétentieux de ma part, autant pour Benno que pour l'opposition et même les coalitions, notamment la coalition Gëm Sa Bopp, pour la bonne et simple raison, c'est que Dakar a cette particularité d'abord d'être une grande ville. Et Dakar a aussi l'empreinte de Khalifa Sall. Et que donc, on a beau dire que Khalifa Sall, il est très politique, c'est un ancien du Parti Social, etc. Mais quelque part, il a fait ses preuves quand même dans la gestion de la ville de Dakar, et notamment d'un point de vue environnemental et d'un point de vue... deux fois reconduit. Deux fois reconduit. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les électeurs, dans la grande majorité, ça les études l'ont prouvé, ne font plus confiance à la parole politique, mais surtout au personnel politicien. Et donc, les électeurs, leur désir se démarque en tout cas de la politique politicienne pour cheminer vers l'expertise et la technicité. Et que donc, forcément, le candidat qui sera le candidat peut-être le mieux armé pour Dakar, il ne faudrait pas forcément qu'il soit technocrate, il doit être politique, un peu technocrate, mais il faut qu'il soit aussi un bâtisseur, mais aussi quelqu'un qui imbu de la chose publique et qui gère la puissance publique. Parce que Dakar, c'est non seulement la mère de toutes les batailles, mais c'est Dakar qui concentre l'ensemble des maux, la majorité des maux de la société sénégalaise. L'insalubrité, même si des efforts innombrables ont été faits par UCG, puisque quand même ils font un travail de titan, ça il faut le reconnaître. Dakar quand même, Dakar commence à briller un tout petit peu depuis quand même que UCG s'y est mis et sous la direction de Mastiam. Et Dakar, c'est la mendicité. Dakar, c'est l'occupation de l'espace public. Dakar, c'est les questions d'insécurité. Et vous avez tous ces mots-là. Il faudrait quand même une personnalité assez forte pour prendre cela à bras le corps et faire fi de ce qu'on en dira. Et faire un tout petit peu comme avait dit d'ailleurs Khalifa Sall, quitte à ne pas être réélu. Mais je serai là au moins pendant 5 ans. C'est les grandes thématiques auxquelles les grandes villes aujourd'hui sont confrontées, sans parler de l'écologie, justement du réchauffement de la planète, climatique et autres, mais aussi de la même manière que vous avez parlé de Dakar. Mais Ziguinchor reste aussi un enjeu crucial. Mais Saint-Louis aussi. Saint-Louis aussi. Mais Ziguinchor d'abord, avant d'arriver à Saint-Louis. Mais Ziguinchor, parce que la parce que aussi Ousmane Sonko joue son va-tout là-bas. Ziguinchor, c'est que vous avez un candidat, un potentiel candidat comme Ousmane Sonko, arrivé 3e à la présidentielle, et quand même, qui a quand même non seulement de l'aura qu'il faut, mais qui a une bonne prise, une bonne implantation à Ziguinchor. Regardez ce qui s'est passé récemment quand il a fait sa tournée à Ziguinchor. Les problèmes qu'il y a eu avec les partisans. Est-ce que c'est risqué pour Ousmane Sonko d'être tête de liste là-bas? Est-ce que c'est risqué politiquement? De toute manière, en politique, il faut savoir prendre des risques. Oui. Parce que si Ousmane Sonko, arrivé 3e à la présidentielle, n'est pas capable, à un niveau local, je dis bien à un niveau local, d'avoir des ambitions comme il l'a pour Ziguinchor et d'être tête de liste et de gagner Ziguinchor, effectivement, cela va influer un tout petit peu non seulement sur sa popularité, mais aussi sur son cheminement politique dans la perspective des élections législatives et de la présidentielle. C'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, que la démarche qu'il a entreprise d'aller à Ziguinchor, de poser pied très tôt, poser pied à Ziguinchor, et ça lui permettre effectivement de jauger, de juger et de jauger le contexte politique et de voir de quelle manière il pourrait, si c'est le cas,
être tête de liste est quand même une initiative qui est salutaire. Est-ce que c'est un impératif catégorique pour Ousmane Sonko d'être tête de liste? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Risqué. Je ne pense pas qu'il soit. Risqué. Je ne pense pas d'abord que ce soit une obsession à son niveau d'être tête de liste, et je ne pense pas que ce soit indispensable qu'il soit tête de liste. Mais pourquoi? Mais qu'il accompagne en tout cas la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi pour être un tout petit peu son penchant au niveau local, son dauphin, et lui permettre quand même de gagner cette localité. Pour vous, c'est plus sage? Je ne pense pas que ce soit plus sage, mais je pense que ne serait-ce que pour son avenir politique, ça aurait été bien quand même qu'il puisse gérer une grande ville, qu'il ait la possibilité, si c'est le cas, s'il gagnait. Oui. Mais par contre, s'il perdait, c'est sûr que là, il y aura des conséquences assez fâcheuses. En tout cas, ne serait-ce qu'au niveau des patriotes, mais aussi au niveau de la coalition. Au niveau des patriotes, au niveau de la coalition. Abdoulaye Baldé, l'avenir d'Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, est-ce que l'électorat lui est resté toujours fidèle, ou quelle appréhension avez-vous de Abdoulaye Baldé? L'électorat, quelquefois, peut être très mobile, en ce sens qu'en fonction des contextes et des circonstances politiques, Abdoulaye Baldé, on sait, a été élu sous la bannière UCS, Union des centristes du Sénégal, et après apporter sa contribution au président Macky Sall. Et donc, c'est devenu un allié de Benno Bokk Yakaar. Et forcément, dans ses rangs, il peut y avoir des défections. Mais ces défections-là vont profiter à qui? Est-ce qu'à Yewwi Askan Wi, ou est-ce qu'à une autre coalition? Et je pense que s'il a perdu quelques membres, en tout cas, et pas des moindres, au niveau des UCS qui ont rejoint d'autres coalitions, forcément, ça l'affaiblit davantage. Et le débat qui tourne autour de Ziguinchor est plus porté sur Ousmane Sonko et Doudou Ka que sur le maire sortant. Ça peut lui être bénéfique parce que c'est un débat qui peut parasiter les candidats. Mais ça peut être un handicap parce qu'en termes de visibilité, en termes de lisibilité et de présence politique, ça l'affaiblit un tout petit peu puisqu'on ne parle pas de lui. Est-ce que le président de Benno a le choix par rapport à Abdoulaye Baldé? Puisque, voilà. Mais à mon avis... vous savez, le président a toujours le choix puisque c'est lui qui détient les manettes. Parce qu'à défaut d'être le candidat de Benno, il peut lui proposer un poste de ministre d'État, par exemple. Mais émettre qui à la place? Il n'y a que lui qui le sait. Parce qu'il y a que lui qui a... Oui, mais est-ce que vous avez un autre profil à part Abdoulaye Baldé pour Benno dans la ville? À mon avis, ça va être difficile. Ça va être difficile pour le président de la République de trouver un profil à part Baldé, ici, en tout cas, à la localité de Ziguinchor. C'est sûr que nous détenons Abdoulaye Baldé est indispensable là-bas. Oui. Je pense que la décision sage pour le président de la République, et non moins patron de Benno, ce serait de renforcer davantage Abdoulaye Baldé, qui est un de ses partenaires dans le cadre de Benno Siggil Sénégal, de manière à lui faire regagner davantage la confiance des citoyens et des citoyennes de Ziguinchor. A contrario, si c'est un autre schéma qui est mis en place, il faudrait que cela recueille l'assentiment d'Abdoulaye Baldé, ce qui m'étonnerait davantage, parce que ce serait le désavoué, alors qu'il est quand même un pilier de cette entente-là. Abdoulaye Baldé a le choix. Le duo Abdoulaye Baldé, Ousmane Sonko, est-ce que ce serait fini pour Benno dans la zone sud? Mais déjà, Benno a de grosses difficultés dans la zone sud, on l'a vu à l'élection présidentielle. Et je ne pense pas que le président prendrait le risque de s'affranchir de l'apport d'Abdoulaye Baldé au profit de notre candidat qu'il désignerait. Et je pense que la décision sage, ce serait de le renforcer davantage si toutefois ils veulent avoir le maximum de chances, parce que Abdoulaye Baldé a une emprise quand même assez considérable, a quand même une présence assez considérable à Ziguinchor, parce que quoi qu'on puisse dire, il y a un travail qui est fait quand même à son niveau, au niveau du conseil municipal, et qui est salué quand même par une bonne partie de la population. Maintenant, ce qui est valable pour une élection présidentielle n'est pas forcément pour une élection locale. C'est clair. Donc ça, je pense même que Ousmane Sonko l'a compris. Oui, alors direction dans le nord du pays, mais notamment à Saint-Louis. Saint-Louis, la particularité, c'est que vous avez un maire qui est ministre, et non moins beau-frère du président de la République. Et vous avez un autre candidat qui est issu des rangs de Benno, qui est Mary Teuw Niane, et qui est aussi un enfant de Saint-Louis. A priori, quand vous avez un maire, de surcroît un candidat, un futur candidat à sa propre succession, et de surcroît un ministre, il a assez de poids politique, en termes de représentativité politique, mais aussi en termes de moyens pour mener une campagne qui sera en sa faveur.
Et que je ne pense pas que les tiraillements qu'il y aura, en tout cas qui sont en train de s'établir entre Mary Teuw Niane et Mansour Faye ne soient pas forcément profitables à Mary Teuw Niane, ni peut-être à un certain Braya qui a quand même une audience à Saint-Louis. Et certains disaient que les dernières élections locales, c'est Braya qui avait gagné. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ici, c'est moins le projet de société que proposent les différents candidats que la personnalité du candidat? Mais moi, je pense que souvent, il y a une confusion qui se fait entre la représentativité du candidat en lui-même, la personnalité du candidat, et le programme ou le projet politique qu'il incarne. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus des profils que des projets politiques. Parce que aussi les candidats ont choisi cet angle de traitement là, en termes de communication pour dire c'est moi. Mais quelqu'un comme Mary Teuw Niane est en train d'expliquer à l'électorat sa vision pour Saint-Louis. Mais bien sûr, vous avez un Mary Teuw Niane qui explique à l'électorat sa vision pour Saint-Louis. Mais vous allez plus loin, vous allez à Tamba. Vous avez un Mamadou Kassé qui vient de sortir un livre, 25 propositions pour Tamba, qui quand même une démarche assez éloquente et je trouve même assez conséquente en termes de propositions. C'est-à-dire, il dit pas que c'est moi, il dit voilà ce que je propose par exemple aux habitants de Tamba pour Tamba. Mais à part je veux dire un Mamadou Kassé aujourd'hui qui sort un livre, je pense qu'il a fait sa présentation hier à Tamba, mais j'ai pas vu un autre candidat aujourd'hui dire écoutez, c'est moi et voilà les propositions que je formule pour ma ville. Il m'est arrivé de voir un candidat qui se balade ici en tout cas à Dakar pour faire le tour de la localité, histoire de dire je suis là pour assurer sa présence. Mais qu'est-ce qu'il propose? Une élection locale n'est pas une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et un peuple. Une élection locale, c'est le rendez-vous de citoyens localement implantés avec leur vécu, en phase avec des programmes qui aspirent à les soulager dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hygiène publique, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la prise en charge des problèmes sociaux dont ils font face. Parce que souvent le maire est même un agent local, parce qu'on lui pose tous les problèmes. Mais c'est pour ça que je dis, il faut que ces maires, il faut qu'on crée ce qu'on appelle l'école des maires, leur expliquer quelles sont leurs prérogatives, quelles sont les attributions du maire, et localement parlant, en fonction des spécificités, comment ces attributions peuvent faire l'objet d'un travail de management sectoriel et administratif pour que les citoyens s'y retrouvent. Un citoyen qui va à la mairie, qui te dit ils ont fait preuve de clientélisme, ou bien on m'a demandé de l'argent pour faire ceci, ou le service ne fonctionne pas, ou la mairie dit qu'il n'y a pas de moyens, etc. Mais ça pose problème. Ça pose un problème relationnel entre l'usager du service public qu'est la mairie et l'habitant. L'habitant, en tout cas, le citoyen qui vit dans cette commune-là. Allez à Kermassar, faites un sondage pour demander si les personnes qui habitent Kermassar sont satisfaits des attributions et des actions et des décisions que prenne la mairie. Alors, oui, pour Saint-Louis, l'enjeu est là encore entre Mansour Faye, mais également Mary Teuw Niane. Attendons de voir la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Dakar aussi, vous y trouverez quelqu'un comme Pape Diop, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais parce que Pape Diop déjà pour Wallis Sénégal. Pape Diop a plus ou moins annoncé la couleur en se dessaisissant des dossiers de Wallis Sénégal pour des questions d'investiture. Et donc, c'est une manière aussi de marquer d'une empreinte sa présence, ne serait-ce que pour les localités, et notamment Dakar, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été maire de Dakar. C'est ça. Et que donc, ce qui se joue, au-delà des ambitions présidentielles, c'est aussi des questions de crédibilité politique et personnelle. Parce que ce sont des personnalités, pour certains, qui ont géré des villes, quelquefois qui ont été ministres ou qui ont occupé des postes de responsabilité. Si dans ces élections locales, ils ne trouvent pas leur compte, il y en a, c'est fini politiquement pour eux. D'ailleurs, le président de la République avait annoncé la couleur, et non moins patron de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les DG et les ministres qui ne gagnent pas leur localité, mais ils vont choisir la porte. Et donc, il a annoncé la couleur. Et je pense que sans le dire, c'est la même chose pour certaines personnalités de l'opposition qui aujourd'hui cherchent à avoir quand même des mairies d'envergure. Et ça peut être le cas de Dakar pour un Pape Diop. Parce que Bokk Gis Gis, au-delà de Dakar, quelle est sa représentativité dans les régions? C'est une question finalement d'alliance, de coalition
Et tout se joue à l'intérieur de ces coalitions en attendant le dépôt des listes. Mais Momar Thiam, une question aussi qui mérite d'être soulevée, c'est par rapport justement à la question des enjeux au niveau des localités distinctes. Aujourd'hui, vous avez les femmes qui se distinguent de plus en plus dans beaucoup de mairies. Quelle appréciation faites-vous de l'implication des femmes justement par rapport à ces joutes électorales locales? Je pense que l'implication des femmes, il ne faut pas la déconnecter de l'implication citoyenne en général. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vous dit, il y a beaucoup de jeunes qui habitent les quartiers et qui se sont regroupés autour de mouvements et qui ont choisi un leader pour dire, nous aussi, on veut gérer notre ville. Vous en avez à la Médina qui font face à Bamba, maire de la Médina. Vous en avez dans d'autres localités à l'intérieur du pays. Vous en avez au Fouta des jeunes qui se sont levés, qui ont formé des groupements, qui ont formé des mouvements pour dire, nous aussi, on veut s'impliquer dans la gestion locale de notre commune. Et les femmes ne sont pas en reste. Et les femmes, aujourd'hui, sont de plus en plus représentatives de par leur sensibilité de femmes, de par leur sensibilité de mère. Parce que si aujourd'hui, vous regardez même au niveau des stations ministérielles, souvent les ministères de la femme, les ministères de la santé, les ministères de développement, je sais pas, du développement social, etc., sont souvent confiés à des femmes. Mais c'est parce que la sensibilité féminine transcende quelquefois les clivages politiques, même si ces femmes-là, quelquefois, appartiennent à des chapelles politiques. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui ne sont pas connues dans la sphère politique, mais qui s'impliquent. Mais de plus en plus, j'ai vu vous avez une Madame Touré, Madina Touré, qui s'implique pour Sacré-Cœur Mermoz. Oui. Et vous en avez d'autres dans d'autres localités qui ne sont pas connues, ou bien qui ne font pas l'objet d'un traitement médiatique d'envergure pour être connues. Mais le moment venu, ces femmes-là, on va les découvrir. Mais c'est des femmes, quelquefois, qui peuvent faire la différence au niveau de l'électorat. Qui apporte un plus. Qui apporte un plus et puis aussi drainer du monde. Parce que, malheureusement, ça enrichit la démocratie. Non seulement pour vous. Ça enrichit, mais il faut faire très attention. Parce que vous avez aussi beaucoup de candidatures. Je ne dis pas uniquement pour les femmes, mais c'est valable pour les hommes. Qui se réveillent et qui s'annoncent parce que la politique, pour certains, est devenue un métier aussi chez nous. Être maire, c'est avoir un pouvoir de décision en matière d'urbanisme. Suivez mon regard, je vais parler des terrains et tout ce qui est lotissement, etc. Être maire, c'est avoir une certaine représentativité protocolaire dans certaines audiences. Il faut changer cette donne. Il faut aussi la transformer réellement. Il faut qu'on sorte de cette donne-là pour avoir des maires qui sont gestionnaires et qui ont le sens de l'organisation de leur commune. À la limite, qui sont même jaloux de leur commune. Et c'est au niveau des mairies qu'on peut expérimenter des politiques locales d'envergure et pouvoir les transposer dans la mesure du possible au niveau national. Et les femmes ne seront pas en reste. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que toujours au sujet de ces prochaines élections locales, le dépôt des listes est annoncé entre le 20 octobre et le 4 novembre 2021. À la conquête de ces collectivités locales, c'est 557 mairies et 46 conseils départementaux. Oui, quel est l'enjeu finalement? L'enjeu pour l'opposition, c'est de gagner le maximum de maires et de conseils départementaux pour avoir une implantation locale assez conséquente en vue des élections législatives et la perspective de la présidentielle. Pour le Benno Bokk Yakaar au pouvoir, c'est de renforcer davantage leur implantation locale pour pouvoir jouer de leur coude pour les élections législatives et avoir une force politique assez conséquente localement implantée pour aller à l'assaut de la présidentielle si toutefois le président demain se décide à se représenter ou à un dauphin ou un autre candidat. Et qu'est-ce qui risque de faire la différence à ce niveau? Mais la différence appartient à l'électeur. Il faut que l'électeur soit conscient que son bulletin de vote est déterminant pour en tout cas son avenir au niveau local, mais plus loin au niveau national. Il a son mot à dire. Le geste qui consiste à prendre son bulletin, à le mettre dans l'urne pour voter pour quelqu'un, c'est d'abord parce qu'on a une proximité relationnelle, c'est parce qu'on croit à son programme, parce qu'on croit aux vertus qu'il incarne, on pense qu'il est le meilleur candidat pour ma ville.
Mais il ne s'agit pas uniquement de voter, mais il s'agit aussi de le suivre et d'évaluer l'impact de ces politiques-là. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Momar Thiam, il est expert en communication politique. Momar Thiam est également directeur de l'école des hautes études en information et communication. Je veux parler de HEIC. Alors, une autre question, toujours dans le landerneau politique. Le prolongement des investitures, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'y passe? Le trafic des passeports diplomatiques. Une commission ad hoc a été mise en place et la composition, elle est connue. 8 du groupe parlementaire Benno, 2 pour le groupe Liberté et Démocratie et 1 pour les non-inscrits. Comment appréciez-vous déjà la mise en place de cette commission ad hoc? On nous dit quelque part que le mot diplomatique n'apparaît pas sur le texte déjà. Est-ce qu'un problème de qualification? Moi, je pense que c'est d'abord un problème qui est très grave. On a vu l'histoire des passeports sénégalais détenus par certains Chinois, un Chinois qu'on a retrouvé mort sur les bords de la Seine à Paris. Et là, c'était des passeports sénégalais. On ne parlait pas de passeports diplomatiques. Mais là, en l'espèce, il s'agit de passeports diplomatiques. C'est des passeports qui sont l'apanage du pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où on parle de trafic, le mot trafic qui est contenu dans l'énoncé des passeports diplomatiques, c'est gravissime. Non seulement c'est gravissime, mais on porte atteinte même à la représentativité du président de la République, puisqu'il a ce pouvoir discrétionnaire. On le désigne du doigt, et on désigne aussi du doigt le ministère qui est en charge de la confection de ces passeports, qui est le ministère des Affaires étrangères. Et je pense que le gouvernement a péché dans la lenteur pour ce qui est de la gestion de cette affaire qui est quand même affreuse. Affreuse en ce sens que le Sénégal est pointé du doigt. Vous avez le passeport diplomatique sénégalais qui risque de ne plus être considéré, en tout cas dans les différents, à la frontière avec non seulement nos pays voisins, mais surtout les pays européens. Et ensuite, à partir du moment où une commission ad hoc a été mise en place, et que dans le libellé de l'enquête, on parle de passeport, on ne parle pas de passeport diplomatique, c'est aussi pour moi une erreur fatale de communication, parce que depuis le début de cette affaire, la presse, l'opinion n'a parlé que de passeport diplomatique. Il ne s'agit pas d'enlever le mot diplomatique pour que la perception de cette question-là ne soit plus passeport diplomatique. Vous avez beau dire passeport, les gens penseront toujours passeport diplomatique parce qu'on ne fait pas de trafic, en tout cas à ce niveau-là, supposé, parce que la présomption d'innocence existe, avec des passeports ordinaires. Et que donc, pour moi, la question, elle est tellement gravissime, et que le Sénégal, en tout cas l'exécutif, gagnerait à régler rapidement cette question-là, à prendre les mesures idoines, et que la justice soit saisie, et que cette question soit vidée rapidement aux yeux du monde. Et vidée, c'est quoi? Mais vidée, c'est-à-dire que si toutefois il est avéré que du trafic a existé à ce niveau-là, tel que ça a été décrit par la presse, que la justice soit saisie, et que s'il y a des condamnations, que ces condamnations soient assez sévères et assez conséquentes et à la mesure de la gravité justement de ce trafic-là, si elle existe. Mais encore une fois, la présomption d'innocence existe. Laissons la commission ad hoc faire son travail, et si la justice doit être saisie, que ce soit en tout cas de manière assez conséquente et assez rapide, parce qu'on a vu d'autres questions ici arriver à l'Assemblée nationale, ça a été traité manu militari. Et effectivement, l'opinion a, en tout cas, cette vision-là de 2 poids 2 mesures. On a vu l'affaire Sonko, on a vu l'affaire Khalifa Sall. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'Assemblée nationale traîne un peu des pieds sur cette affaire, parce que j'ai l'impression, en tout cas c'est une impression, j'espère qu'elle est fausse, que si cette affaire, en tout cas, est avérée, elle risque d'éclabousser quand même beaucoup de personnalités, et non moins députés, qui sont établis à l'Assemblée nationale. Et c'est quand même toute la croyance à la représentativité parlementaire qui risque d'être ébranlée. Déjà qu'aujourd'hui, la parole politique, elle est décriée, le personnel politique est décrié. Si maintenant ces actes de vandalisme, ces actes de trafic sont avérés, je pense que le Sénégalais lambda, non seulement ne croira plus à l'homme politique, mais ne croira plus à la gestion de la chose politique. Et
on a vu ce que ça a donné dans certains pays. Pour que lumière jaillisse dans ce dossier, l'opinion à l'écoute de l'Assemblée nationale, pour rappeler qu'une commission ad hoc a été mise en place et sa composition désormais connue, 8 membres du groupe parlementaire Benno, 2 pour le groupe Liberté et Démocratie. Et 1 pour les non-inscrits. Attendons la suite et justement que lumière soit apportée dans ce dossier pour que haro contre l'impunité. Exactement. Oui, le combat contre l'impunité gagnerait justement. C'est toute la crédibilité, en tout cas, de l'exécutif qui se joue, et c'est toute la crédibilité de la justice qui se joue aussi autour de cette question-là. Alors, Momar Thiam, aujourd'hui, justement par rapport à l'actualité, vous avez suivi le déplacement du chef de l'État, le président Macky Sall, à Dubaï. Le chef de l'État, en parlant de l'insalubrité de Dakar, a fait constater qu'effectivement, il y a encore du travail à ce niveau. Comment appréciez-vous cette sortie du chef de l'État, du président de la République? Moi, je peux l'apprécier, si vous permettez, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le citoyen lambda que je suis et qui constate que son président de la République a parlé de l'insalubrité de son pays à l'étranger. Souvent, quand le président est un VRP quand même de son pays, et quand il part à l'étranger, en général, ce n'est pas qu'il doit montrer la meilleure facette, le meilleur visage de son pays. Mais quand on parle de l'insalubrité de son pays à l'étranger, effectivement, on pose le doigt sur un problème qui est sénégalo-sénégalais. Et j'estime, en tant que citoyen, le problème qui est sénégalo-sénégalais doit se régler au Sénégal. On doit en parler au Sénégal, on doit en parler aux populations, aux personnes intéressées, aux personnes qui ont la responsabilité de ce domaine-là. Et à partir du moment où on en parle là-bas, et là c'est mon second point, à l'étranger, on fait une entorse à une communication présidentielle qui peut être défectueuse. A-t-il un problème de communication? Vous savez, le problème de communication est une chimère chez nos gouvernants. À chaque fois qu'il y a un problème, on lie d'abord le problème à un problème de communication. Évidemment, je ne dirais pas que c'est un problème de communication, je dis qu'il y a une entorse à la communication présidentielle, puisque c'est le président lui-même qui s'est exprimé. Évidemment, ça lui tient à cœur. Et j'ai souligné tout à l'heure devant vous le travail gigantesque qui est mené par UCG dans le nettoiement et l'hygiène, en tout cas, de Dakar et l'intérieur du pays. On l'a vu à la veille justement du Magal de Touba et des autres cérémonies commémoratives et notamment des cérémonies religieuses. Et on est tous à constater qu'il y a quand même des améliorations. Évidemment, s'il y a ces améliorations, moi j'aurais préféré que le président de la République parle de ces améliorations-là, histoire de surmotiver davantage ceux qui sont en charge de cela, que de mettre encore le doigt dans la plaie de l'insalubrité, mais à l'étranger. Je veux dire, l'écho que ça, au niveau de l'opinion, parce que c'est la parole présidentielle, au niveau de l'opinion, pas forcément interne, mais l'opinion externe, qui est à l'extérieur, et qui est quand même un écho qui ne nous est pas favorable. Et je pense que là, le président, à mon avis, a fait une entorse à sa communication. Mohatia, merci. Merci. Ça a été encore une fois un plaisir pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes expert en communication politique, mais vous êtes également le directeur de l'école des hautes études en information et communication. Je veux parler de HEIC. Merci beaucoup. Merci à vous, Omar, et merci à vos auditeurs et à l'ensemble du personnel technique de Sud FM. Mesdames et messieurs, ça en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Alun Badra Sossé, Paplay et également Abdoulaye. Au revoir et à dimanche prochain.